Très bien. Écoutez, je voudrais d'abord remercier l'ambassadeur de France, Gérard Araud, d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de ces entretiens de Solferino qui nous réunissent autour de sujets et de livres d'actualité. Et nous pensons à la Fondation que l'histoire est toujours d'actualité. C'est pourquoi nous accordons une très grande place à l'histoire sous toutes ses formes dans cette maison, puisque ce lieu est effectivement pétri d'histoire. Il n'est nul besoin, selon la formule consacrée, de présenter notre ambassadeur de France, Gérard Araud, dont la brillante carrière diplomatique a culminé à Washington, qui même quand il était encore ambassadeur écrivait des essais d'histoire diplomatique passionnants publiés dans la revue Commentaire, qui ne nous avaient pas échappé, et maintenant qu'il est en retraite, mais pas vraiment en retrait, il nous gratifie de ses analyses sur la situation internationale dans la presse, notamment dans Le Point, et il a publié ces dernières années un certain nombre d'ouvrages, notamment une biographie très enlevée de Kissinger, qui est absolument formidable et que je vous conseille, publiée également chez Bartilla, dont je salue le patron ici ce soir, qui venait d'ailleurs publié en poche, dans la collection Texto. Et puis ce dernier ouvrage, Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France, 1919-1939. Je vous conseille absolument la lecture de cet ouvrage, d'abord parce qu'il est écrit dans un style clair et percutant, et il rappelle vraiment ce que fut cette tragédie française de Versailles à Rotonde, ou plutôt de Rotonde à Rotonde, en quelque sorte, de 1918 à 1940. Donc ce que je vous propose, c'est de donner la parole à Gérard Araud pour qu'il nous livre le sens de son propos, puis ensuite nous débattrons. Merci encore. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci de votre accueil. Je sais très émouvant de me retrouver à la Fondation Charles de Gaulle. Quand j'étais adolescent, je me rappelle qu'une de mes plaisanteries était de dire que j'étais dans une famille catholique mais hérétique parce qu'il y avait une quatrième personne dans la Trinité chez nous et c'était le général de Gaulle. Donc je me sens tout à fait chez moi. Alors, ce livre, c'est un essai historique, c'est-à-dire je ne suis pas un historien, je ne prétends pas l'être, mais j'essaye, à partir de mon expérience de diplomate, de revenir sur un certain nombre d'événements qui ont marqué l'histoire de notre pays, d'événements diplomatiques, et tôt ou tard, je devais me colter avec l'histoire diplomatique de la France de l'entre-deux-guerres. Vous savez, mon père appartenait à une génération où on ne parle pas de soi, mais un jour, il a eu ce moment qui m'a vraiment beaucoup touché. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit le jour le plus triste de ma vie, à part évidemment la mort de ses parents, c'est lorsqu'il était enfant, il avait 12 ans, il a vu sa mère sangloter à l'écoute du discours du maréchal Pétain le 17 juin. C'est le cœur serré que je vous annonce qu'il faut cesser le combat. Et il m'avait dit, beaucoup plus tard, il m'avait dit, sans le savoir, c'était ce jour-là que je suis devenu gaulliste. Donc, je portais ce livre peut-être aussi donc en hommage à mon père, et puis en servant la République, servant la France pendant une quarantaine d'années comme diplomate, je n'ai pas pu manquer de m'interroger. D'abord comme diplomate, comment la France avait pu aller de la plus grande victoire de son histoire jusqu'à la plus grande défaite de son histoire, et cela en 20 ans. Comment étions-nous allés de l'un à l'autre et également, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était de penser que nous étions allés d'un désastre à l'autre, mais nous n'étions pas allés seuls d'un désastre à l'autre. Les Britanniques étaient nos alliés, par exemple,
Et pourquoi est-ce qu'eux ne portaient pas, je dirais, la tâche, la macule de cette défaite qu'on nous rappelait, et je peux vous le dire en tant que diplomate, on nous la rappelle régulièrement, et parfois de manière particulièrement délicate. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment où le président de la République, Jacques Chirac, avait avec beaucoup de raison, avait dit non à l'opération sur l'Irak. C'était dans les journaux américains, il y a eu un déchaînement de ricanements sur la France, supposée être un pays de lâches, et c'est revenu régulièrement, et c'est encore revenu au moment de l'invasion russe de l'Ukraine, lorsque le président de la République avait indiqué qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Aussitôt, nous avions eu un déferlement de messages sur les médias sociaux venant de tous les pays, disant évidemment les Français sont des lâches. Donc évidemment, en tant que diplomate, et en tant qu'évidemment patriote, c'était quelque chose qui me touchait. Et je voulais donc essayer de comprendre comment nous étions allés à cette tragédie. Je crois qu'il y a 3 raisons principales que j'ai identifiées et que j'essaye de décrire de manière la plus vivante possible dans ce livre. Je fais en particulier beaucoup de portraits, parce que je pense qu'il y a beaucoup de ces hommes qui ont été les maîtres de notre destin, qui sont aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, seulement des noms d'avenue. Raymond Poincaré, Aristide Briand, Édouard Herriot, etc. Et j'ai voulu rendre l'épaisseur de leur humanité, parce qu'ils se sont trouvés face souvent à des choix dont ils savaient eux-mêmes que c'était des choix éminemment tragiques. Donc, quelles seraient les 3 raisons que j'ai identifiées? La première, c'est évidemment l'Holocauste de la Première Guerre mondiale. 1 400 000 morts pour 40 millions d'habitants. Je donne quelques exemples. Le maréchal Foch perd son fils et son beau-fils, son fils unique, et son beau-fils le même jour, en août 1914. Le général de Castelnau, qui ne sera pas maréchal par mesquinerie anticléricale de Clémenceau, perd ses 3 fils. Paul Doumer perd ses 4 fils. Louis Barthou perd son fils unique de 18 ans. Qui s'est porté volontaire avant la date de sa mobilisation, etc., etc. Et j'ai découvert, je ne le savais pas, qu'au moment du grand défilé de la victoire, le 14 juillet 1919, les troupes sont précédées par 1 millier de gueules cassées. Vous imaginez, comme je le dis, c'est un memento mori, c'est un message qui rappelle l'épouvantable catastrophe qu'a subi notre pays. Et notre pays en 1919 est farouchement pacifiste. Il n'imagine pas que l'on puisse recommencer le même sacrifice. Et là, il faut introduire l'autre protagoniste quand même de cette tragédie, et vous le verrez dans le livre, les Britanniques. Les Britanniques, eux aussi, sont farouchement pacifistes. Ils ont perdu 970 000 morts, 1 million de morts, mais eux, ils le sont avec en prime un élément supplémentaire. Parce que nous sommes pacifistes, mais nous avons le sentiment d'avoir conduit une guerre juste. Nous nous défendions. Notre pays était envahi. Alors que les Britanniques, le 11 novembre 1918, se réveillent du cauchemar et ne comprennent pas pourquoi ils ont fait cette guerre. Pourquoi ont-ils fait cette guerre? Pourquoi ont-ils perdu 1 million de morts? Ils n'étaient pas envahis, ils n'étaient pas menacés. Et ils en déduisent, et c'est ça aussi la perversité de cette période, ils en déduisent que c'est la faute des Français. Que c'est les Français qui les ont entraînés dans ce carnage insensé. Et c'est vrai que tout le monde a oublié l'obscur archiduc assassiné dans une obscure ville. Par rapport à la catastrophe qui a suivi, il y a une telle disproportion que les peuples s'interrogent, se réveillent de l'horreur et s'interrogent en novembre 1918. Eh bien, pour les Britanniques, c'est clair, ce sont les alliances avec le continent qui les ont conduits au désastre, et plus particulièrement la France qui les a piégés pour les entraîner dans le désastre. Et on le sent dès l'armistice de 1918. Donc un pays, une France qui est saignée à blanc, qui est ruinée, qui est dévastée, n'est-ce pas? On oublie que non seulement la guerre a eu lieu sur le territoire français, non seulement la guerre a eu lieu dans les zones les plus industrialisées de notre pays, mais les Allemands, en battant en retraite en l'été 1918, ont tout détruit derrière eux, avec une efficacité toute germanique. Ils ont coupé les arbres fruitiers, ils ont noyé les mines, et ils ont fait sauter toutes les infrastructures.
La France, qui était une grande puissance financière en 1914, est totalement ruinée, elle est saignée à blanc, elle est dévastée. Et donc, face à cette situation, c'est la France pacifiste, mais en prime, la France a peur. Parce que la France, elle comprend une chose, c'est que le vrai vainqueur de la Première Guerre mondiale, désolé, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne a vaincu à l'Est, elle a vraiment vaincu à l'Est, et elle se retrouve avec un territoire intact. Il n'y a pas eu de guerre sur le territoire allemand, il n'y a plus de Russie. La Russie a été renvoyée dans ses steppes, elle est en train de s'enfoncer dans la guerre civile, il n'y a plus d'Autriche-Hongrie. Et donc lorsque vous regardez la carte du continent, il n'y a plus qu'une puissance. Vous avez 65 millions d'Allemands, même après le traité de Versailles. Et vous avez de l'autre côté 40 millions de Français et une industrie à peu près la moitié de l'industrie allemande. Donc on est dans une situation qui tout de suite est une situation qui est infiniment tragique et les Français s'en rendent compte. Et je dirais que c'est la première raison, c'est ce sentiment des Français, nous ne pouvons pas recommencer et en plus, si nous recommençons, nous ne pouvons pas le faire sans les Anglais. Et ça, dès 1918, l'ensemble des Français conclut, en regardant les chiffres, tout simplement, nous ne pouvons pas faire la guerre sans les Anglais. Deuxième, et je reviendrai sur la question anglaise qui est centrale dans le livre, naturellement. Deuxième, évidemment, raison qui nous mène à ce désastre, c'est la stratégie militaire uniquement défensive de la France. À partir de 1928, 1929, c'est le triomphe, il faut bien le dire, de la doctrine Philippe Pétain, parce que et Foch et Joffre étaient favorables à la mise en place d'un système défensif, mais d'un système défensif pour servir de base à une contre-offensive. C'était l'organisation du champ de bataille. Car comme dit Foch, l'objectif, ce n'est pas du tout de défendre le territoire national, c'est de vaincre l'ennemi. Alors que pour Pétain, c'est évidemment créer une sorte de sanctuaire militaire. Et Joffre et Foch disparaissent avant 1929. Et donc c'est, comme vous le savez, l'éternel Philippe Pétain qui l'emporte. Et c'est la doctrine du sanctuaire, de sanctuariser le territoire national. Mais sanctuariser le territoire national, ça débouche sur deux conséquences. Tout d'abord, la première, évidemment, c'est que c'est une contradiction entre cette stratégie uniquement défensive et nos alliances avec la Tchécoslovaquie et la Pologne. C'est absurde. C'est-à-dire, cela veut dire que nous avons une stratégie uniquement défensive et nous sommes les alliés des Polonais. Mais alors, si les Polonais et les Tchécoslovaques sont attaqués par les Allemands, qu'allons-nous faire ? Eh bien, qu'allons-nous faire ? Nous allons mobiliser et nous terrer derrière la ligne Maginot. Et on le verra au moment de la guerre avec la Pologne, on laissera écraser la Pologne sans rien faire. Donc la première réalité, c'est une contradiction entre politique étrangère et politique de défense. La deuxième contradiction, cela veut dire que la seule manœuvre possible pour l'armée française, c'est mobiliser et se mettre derrière la ligne Maginot. Et ce qui veut dire qu'à chaque fois que Adolf Hitler prendra une initiative, les dirigeants politiques se tourneront vers les militaires en disant « qu'est-ce qu'on va faire ?» Et la réponse des militaires sera de dire « ah ben il faut mobiliser et se mettre derrière la ligne Maginot ». Et ce sera alors, évidemment tout le monde pense à Munich, mais pour moi, et comme je l'écris, le moment absolument stratégique, c'est la réoccupation de la Rhénanie, le 7 mars 1936. Les Allemands, l'armée allemande n'est absolument pas reconstituée. Les Allemands envoient quelques bataillons en Rhénanie. Ils l'envoient, d'ailleurs l'état-major étant tellement convaincu de la supériorité de l'armée allemande, l'état-major est extrêmement prudent. Et il a déjà prévu que dès que les Français réagiront, ils se retireront naturellement derrière le Rhin. Donc le 7 mars 1936, Pierre-Étienne Flandin, qui à ce moment-là est résistant, demande au chef d'état-major, le nouveau chef d'état-major, le général Gamelin, en lui disant « qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien Gamelin dit naturellement « ah ben non, il faut mobilisation générale ». Et mobilisation générale, nous sommes naturellement en pleine campagne électorale. La campagne électorale qui conduira à la victoire du Front populaire.
vous imaginez bien qu'aucun homme politique ne pourrait prendre ce genre de décision. Et donc, à chaque crise, on a le même scénario. C'est-à-dire, à chaque crise, Hitler prend une initiative, après ça va être l'Anschluss, par exemple, et puis Munich. À chaque fois, on se tourne vers les militaires, et les militaires disent mobilisation générale et la ligne Maginot. Donc il n'y a pas, et c'est cela évidemment dans ce bâtiment que vient évidemment le nom de Charles de Gaulle, alors avec le général Étienne, et puis naturellement sur l'idée que la France devait disposer d'une unité de manœuvre qui permette nécessairement de prendre l'offensive rapidement. Et là on revient, parce que j'ai écrit ce livre et finalement je l'ai conclu avec beaucoup de compassion pour nos grands-pères ou nos arrière-grands-pères, parce que parler d'offensive aux Français en 1930 était inaudible. Parce que l'offensive, c'était quoi? C'était ces offensives absurdes lancées en 1915, en 1916, où on avait vu, pour conquérir quelques centaines de mètres, on avait vu mourir des dizaines de milliers de Français. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que la stratégie défensive, c'est aussi pour une nation traumatisée par les horreurs de la Première Guerre mondiale, c'est aussi un élément qui était évidemment, qui allait quasiment de soi. Mais il y a aussi une deuxième raison d'adopter une stratégie défensive, c'est tout simplement le déséquilibre démographique. Parce que vous avez 40 millions de Français, vous avez 65 millions d'Allemands qui, en 1939, seront 75 millions. En 1939, les Français mobilisent 4 millions d'hommes, les Allemands 9 millions. Donc vous avez déjà 40 millions face à 65 puis 75 millions d'Allemands. De surcroît, vous avez 42 millions d'Italiens. Parce que l'Italie nous lâche à partir de 1936, et comme vous le savez, les fortifications, vous avez au nord la ligne Maginot, 350 à peu près, 350 édifices, mais vous en avez 85 dans les Alpes qui sont construits face à l'Italie. Donc vous avez une France qui se dit, nous sommes 40 millions, nous risquons d'avoir en face de nous, et nous aurons d'ailleurs en face de nous quelque chose comme 115 millions d'habitants. Et de l'autre côté, donc, les Français qui disent nous ne pourrons donc pas faire la guerre sans les Britanniques, ce qui n'est pas absurde, mais du côté britannique, c'est le désarmement d'abord. N'est-ce pas? On va parler de la diplomatie britannique, mais même en termes militaires, les Britanniques, tous les 10 ans, les Britanniques font un point en disant est-ce que nous pouvons avoir la guerre dans les 10 ans? Donc en 1920, ils décident qu'il n'y a absolument pas de guerre dans les 10 ans. Et au point, et donc les Britanniques, finalement, dont la principale préoccupation est leur immense empire, c'est l'apogée de l'empire, et en même temps c'est l'apogée d'un empire qui se sent menacé, non pas par les indigènes, mais qui se sent menacé à la fois par l'Italie et par le Japon. Les intérêts britanniques en Chine à l'époque et en Extrême-Orient sont capitaux. Et les Britanniques découvrent qu'ils n'ont pas les moyens vraiment de les défendre. Et donc vous avez une armée britannique qui est réduite à être fondamentalement une armée coloniale. Et lorsqu'en 1938, au moment de Munich, vous avez les Français qui disent « nous ferons la guerre », les Britanniques leur répondent « nous vous enverrons 2 divisions ». 2 divisions, l'Empire britannique, en septembre 1938. Et on ne note pas assez, c'est que le 10 mai 1940, lorsque les Allemands lancent leur offensive, tout l'Empire britannique a envoyé en France 11 divisions. 11 divisions, tout l'Empire britannique. Les Britanniques n'étaient pas prêts, militairement. Et ce qui explique aussi d'ailleurs en partie évidemment leur diplomatie. Donc nous avons cette stratégie défensive qui était évidemment une mauvaise, mais que l'on peut expliquer, comme je vous l'ai dit, le traumatisme de la Première Guerre mondiale, la réalité démographique, qui fait que, et vous avez en prime, si j'ose dire, le fait qu'on a gagné la première. Et donc on a gagné la Première Guerre mondiale, ce qui fait que les enseignements de la Première Guerre mondiale, les grands chefs de la Première Guerre mondiale deviennent quasiment des oracles que l'on ne va surtout pas contredire. Au fond, les Français se préparent à refaire la bataille de Verdun. Voilà.
Pour eux, ils sont prêts à refaire la bataille de Verdun et grâce à la ligne Maginot, de pouvoir la faire dans de meilleures conditions. C'est lorsqu'il y a, je le cite dans mon livre, en 1936, l'état-major réécrit les instructions pour le champ de bataille. Les premières lignes sont il n'y a aucune raison de renoncer aux leçons de nos grands chefs qui nous ont menés à la victoire. Et naturellement, tous ces états-majors qui refont éternellement la bataille de Verdun considèrent que l'aviation, ça ne sert à rien, et les chars, ça ne sert à rien. C'est-à-dire assez paradoxalement, mais on peut le comprendre, contrairement aux Allemands, les Français ne tiennent pas compte du fait qu'au printemps et à l'été 1918, on est revenu à la guerre de mouvement. Et les chars ont fait preuve de leur utilité. Mais on a encore un état-major qui dit l'aviation, c'est pour bombarder de nuit et observer de jour, vous voyez, par exemple. Et alors, on adore le cheval, n'est-ce pas? Weygand, qui est beaucoup plus intelligent et novateur que Gamelin, lui c'est un grand cavalier, donc tout le monde adore le cheval, et la cavalerie française sera de très bonne qualité, mais d'une utilité relativement réduite. Donc on voit bien, en termes de militaires, on voit bien tout le problème donc des Français. J'ajouterai un point qui est capital et qui est souvent oublié, c'est ce que moi j'appellerais poliment la défection belge et que j'appellerais méchamment la trahison belge. Parce que il ne faut quand même pas penser que nos militaires étaient totalement aveugles sur le fait que la ligne Maginot allait en gros depuis les Ardennes jusqu'à la frontière suisse, mais il restait évidemment la frontière nord. Eh bien, les accords que nous avions avec la Belgique, les accords de 1920, prévoyaient que dès la mobilisation, l'armée française se portait sur les fortifications belges, parce que les Belges, de leur côté, avaient construit une ligne de fortification qui, évidemment, géographiquement, à part la trouée des Ardennes, pour continuer la ligne française. Peu à peu, la Belgique s'éloigne de la France, et cela en grande partie pour des raisons de politique intérieure. C'est la montée du mouvement flamingant, la montée du mouvement des Flamands, et les mouvements des Flamands sont naturellement très anti-français. Là-dessus, c'est la mort d'Albert Ier, le roi chevalier, qui meurt accidentellement, vous le savez, en faisant de l'escalade en 1934, et c'est l'arrivée de Léopold III, son fils, qui, lui, ne va pas du tout suivre l'exemple de son père, et la Belgique déclare officiellement sa neutralité en 1936. Il n'y a rien de plus absurde que cette décision. C'est une mauvaise blague belge. Parce que si vous regardez le champ de bataille, il est évident que les Allemands ne vont pas attaquer la ligne Maginot et ils vont refaire la manœuvre de 1914 en passant par la Belgique et par les Pays-Bas. C'est une évidence. Et nous, de notre côté, nous avons une frontière que nous ne pouvons pas fortifier. La frontière nord, évidemment, comme vous le savez, c'est le plat pays, et de surcroît, elle est extrêmement peuplée. Il est quasiment impossible de prolonger la ligne Maginot, et ça coûterait d'ailleurs extrêmement cher, sur cette frontière nord. Et donc nous avons cette situation que les Belges donc ne veulent pas de nous, ce qui permettra aux Allemands d'emporter en quelques heures, ils emportent en quelques heures les fortifications belges, et donc ils ne se battront pas aussi bien qu'ils se sont battus en août 1914, et cela évidemment aura des conséquences graves. Donc c'est la deuxième partie de mon livre, c'est cette partie militaire, et la troisième évidemment, c'est le problème de la politique étrangère britannique. Et là, je dois avouer que c'est quelque chose d'assez stupéfiant. C'est-à-dire, les Britanniques, vous avez d'un côté, comme je l'ai dit, des Français en 1918 qui sont paniqués, qui se rendent compte à quel point, tôt ou tard, l'Allemagne aura les moyens de prendre sa revanche, et que donc il faut préparer ce moment. Et de l'autre, vous avez des Britanniques qui sont convaincus de l'inverse. Ils sont convaincus que, parce que comme vous le savez, la politique étrangère britannique, c'est d'empêcher la domination du continent par une grande puissance, et ils sont convaincus que le problème, c'est la France, que la France est trop puissante. Et que donc, d'abord, les gémissements de la France, les Britanniques ne les prennent absolument pas au sérieux, et deuxièmement, ils pensent qu'il faut rééquilibrer l'Europe, et il y a des rapports
du département d'État qui sont assez étonnants de ce point de vue-là, qui disent il faut avoir une Allemagne plus forte. La France est trop forte. Et donc vous avez en gros une diplomatie britannique qui se déploie en deux périodes. La première période, c'est la France est une superpuissance, et donc on n'écoute pas ses plaintes. Et en réalité, il faudrait au contraire permettre à l'Allemagne de redevenir, d'équilibrer la puissance française. On a vraiment des rapports, évidemment, de l'ambassade de Grande-Bretagne en Allemagne, notamment des rapports qui disent on a eu tort de désarmer l'Allemagne. On a eu tort de désarmer l'Allemagne. Notre objectif devrait être d'obtenir le plus rapidement possible le départ des Français de Rhénanie. Vous voyez, donc ça, c'est une première période. Et la deuxième période, c'est la période de l'appeasement. C'est la période où les Britanniques sont convaincus. Et cette conviction que vous d'ailleurs, qui à mon avis doit être présente chez certains d'entre vous, qui sont convaincus que l'Allemagne finalement a été la victime du traité de Versailles, d'un traité totalement injuste, et que si on satisfait les revendications allemandes, tout redeviendra bien. Et donc vous avez, ce qui est derrière l'appeasement, c'est ça fondamentalement. C'est une sorte de culpabilité protestante sur le fait que les Allemands ont été les victimes d'un traité injuste, leurs revendications sont justes, tous ces problèmes, c'est la faute des Français qui ont insisté pour avoir un traité punitif et qui en plus refusent de lâcher leurs avantages. Donc nous devons aller au-devant des demandes allemandes. Et du côté français, il y a un véritable virage qui est l'occupation de la Rhénanie en mars 1936, où d'un seul coup la France découvre sa faiblesse. Et en gros, il n'y a plus de politique étrangère française indépendante à partir de mars 1936. Ça en devient quasiment gênant pour un Français, ça en devient pathétique. Ce sont les Français résignés, attendent que les Britanniques se réveillent. En gros, c'est évidemment et donc on attend que les Britanniques comprennent le danger allemand. Et on suit. Et à Munich, vous avez Daladier, qui est une personnalité d'ailleurs pour laquelle j'ai de l'estime après mes travaux. On a un Daladier qui dit de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de suivre l'Allemagne. On a un Conseil de la défense nationale en mars 1937 qui dit clairement « Nous ne nous engagerons pas dans un conflit majeur en Europe sans les Britanniques ». Donc en gros, c'est remettre au Royaume-Uni la responsabilité ultime de notre politique étrangère. Et du côté des Britanniques, c'est très clair. Ils nous traitent comme une puissance secondaire, ils nous traitent comme un Raja de leur empire britannique. Hein. C'est à peu près ça. Et donc il y a des témoignages de diplomates français ulcérés par la morgue des Britanniques vis-à-vis des diplomates français. Tout gouvernement français va à Londres. Et jamais l'inverse. Hein. C'est chaque fois, dès que vous êtes président du Conseil... Et c'est Herriot qui inaugure en 24. Et c'est Herriot qui inaugure en 24. Alors évidemment, là après il y a des épisodes particuliers. Parce qu'évidemment, parmi ces hommes politiques français, donc je finirai un petit peu là-dessus, vous avez évidemment des hommes politiques qui ont des attitudes différentes. Il y a une période un peu bénie, c'est la période 1925-1929, et notamment Aristide Briand. Parce qu'Aristide Briand a été ridiculisé un petit peu par ses discours emphatiques, mais en réalité, l'homme est un réaliste. L'homme dit « je fais la politique étrangère de notre démographie ». Il voit très bien que, tôt ou tard, les avantages du traité de Versailles, nous les perdrons, et donc il comprend qu'il faut une réconciliation avec l'Allemagne. Il va jouer la réconciliation avec l'Allemagne, et ça marche. Parce que souvent, vous savez, les Britanniques, et peut-être même certains d'entre vous, pensaient qu'il y a un chemin direct du traité de Versailles à Hitler. Non, pas du tout. En 1928, il y a des élections en Allemagne, Hitler fait 2,8%. Le grand parti nationaliste, le DNVP, lui, perd 30 sièges. En 1930, Hitler fait 17%. Qu'est-ce qui s'est passé entre 28 et 30 ? Ce n'est pas le traité de Versailles, c'est la crise de 1929. En 1932, un Allemand sur 3 est au chômage. Étant donné la politique de déflation sauvage, on ne fait pas encore du keynésianisme, suivi par le chancelier Brüning. Et donc, en réalité, Hitler est le fils de la crise de 29.
Il n'est pas le fils du traité de Versailles, qui de toute façon a été critiqué par tous les partis allemands sans exception. Et donc Aristide Briand essaye un chemin, et un chemin qui réussit un certain rapprochement. 1925-1929, c'est une croissance très vive, et quand le bâtiment va, tout va, hein, une croissance très vive à travers l'Europe, c'est une période d'optimisme. La crise de 29 vient là-dessus, et la crise de 29 frappe l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, les Américains ont investi massivement en Allemagne, pas un centime en France. Ils ont investi massivement en Allemagne, et donc, mais lorsque la crise éclate aux États-Unis, naturellement, ils rapatrient leurs capitaux, et donc d'un seul coup, l'économie allemande, qui en plus est grande exportatrice, à la différence de la France, l'économie allemande est frappée de plein fouet par la crise de 29 et beaucoup plus naturellement que la France. Donc un Aristide Briand qui est un visionnaire, qui d'ailleurs ne demande jamais le désarmement de la France, mais qui... Ensuite, il y a Édouard Herriot. Alors, Édouard Herriot, c'est... Là aussi, Édouard Herriot est un personnage assez étonnant. Vous savez, c'est major d'agrégation de lettres, spécialiste de Philon d'Alexandrie, naturellement en grec, hein, comme vous pouvez l'imaginer, auteur d'une biographie de Madame Récamier et pianiste de concert. Vous voyez, c'est... Eh bien, Édouard Herriot, par ailleurs, c'est la France radicale. C'est-à-dire la France radicale qui adore... Il est l'auteur d'une phrase historique que je n'ai pas osé mettre dans le livre, et je me demande si j'ose la dire à la Fondation Charles de Gaulle. Il dit « La politique, c'est comme l'andouillette, ça doit sentir la merde, mais pas trop ». Vous voyez, ça vous décrit l'homme qui mange en permanence. Et dernière anecdote, lorsqu'il meurt, sa femme, qui évidemment est très catholique, il a été 52 ans maire de Lyon, hein, et sa femme obtient... Le cardinal Gerlier, primat des Gaules, et elle obtiennent de lui qu'il accepte des obsèques religieuses. Vous imaginez, il est évidemment franc-maçon, des obsèques religieuses. Et le gouvernement français, dirigé par Mendès France, dit à la femme, ah, vous avez le choix, c'est soit les obsèques religieuses, soit les obsèques nationales. Ah, eh bien, la femme, je dois l'avouer, hélas, a choisi les obsèques nationales. Et donc, Édouard Herriot, à plusieurs reprises, se trouve confronté face à une décision qui est, en gros, je résiste aux pressions américaines et aux pressions britanniques, ou je cède. Et Édouard Herriot cède à 2 reprises, en 24 et 32. Et alors, bon, il est pathétique, il ne connaît pas ses dossiers, parce qu'il connaît Philon d'Alexandrie, mais il est incapable de comprendre les dossiers de réparation, il fait rire un peu tout le monde, il sanglote, en faisant de la rhétorique de congrès radical-socialiste. Vous imaginez, avec des banquiers britanniques et américains, voilà, Mais il a un moment dans un discours, il dit, mais on ne peut pas demander aux Français d'être tendus en permanence. Il faut aussi finalement calmer le pays et rassurer le pays. Et là aussi, on revient sur cette tragédie de la guerre. Vous avez Daladier, fils de boulanger, major d'agrégation d'histoire, qui pour se détendre lit Virgile dans le texte. Hein. Et Daladier est un personnage très intéressant parce que lui voit très clairement qu'il prend de mauvaises décisions. Et par exemple, pour lui, Munich est une souffrance. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il commet une vilainie en abandonnant la Tchécoslovaquie. Mais il dit à un moment à l'ambassadeur des États-Unis, il dit « Si j'avais eu 4000 avions, je ne saurais pas aller à Munich ». Parce qu'il y a aussi, dans tous les cercles militaires britanniques et français, une surestimation de la force de l'armée allemande. Et lorsque le malheureux Daladier part à Munich, il y a le chef d'état-major de l'armée de l'air qui vient de faire un voyage en Allemagne où il a visité, et il ne s'est pas rendu compte que sur chaque base, on lui montrait les mêmes avions, n'est-ce pas, qui tournaient pour le suivre. Et donc ce chef d'état-major de l'armée de l'air lui dit froidement si c'est la guerre, monsieur le président, l'aviation française sera balayée en 15 jours. Et je vous rappelle que 2 ans plus tôt, il y avait eu Guernica. Donc il y a aussi donc il part avec, et lorsqu'il signe les accords de Munich, vous avez un Chamberlain qui triomphe, qui se promène avec l'accord un papier à la main,
Daladier refuse de répondre aux questions des journalistes et le visage fermé quitte la séance. Et lorsqu'il rentre à Paris, tout le monde note que dans la voiture découverte qui le ramène de Villacoublay, de l'aéroport, il a le visage fermé et il dit à son fils qui proteste, son fils lui dit il fallait se battre, et il dit à son fils de toute façon tu te battras bientôt et tu verras ce sera beaucoup plus long que ce que tu peux attendre. Donc il sait parfaitement, mais à chaque fois il se sent entraîné, et de retour de Munich, vous savez que c'est lui qui engagera le réarmement de la France. Il brisera, il faut bien dire, les syndicats qui refusent d'aller au-delà des 40 heures dans les usines d'armement. Il engage le conflit et il le gagne. Et en 1939, la France consacre 23% de son PIB à la défense. 23%. Les Britanniques, 8%. Et d'ailleurs, le magazine Time fait de Daladier le personnage de l'année 1939, avec comme titre « Le miracle français ». Et donc on arrive au fond à la tragédie, et je conduis, d'ailleurs je cite le général de Gaulle à la fin, une citation que j'ai trouvée d'ailleurs dans l'excellente biographie britannique de Julian Jackson, où le général envoie 2 lettres, quasiment à 15 jours d'intervalle, l'un à Jacques Maritain, le grand philosophe catholique, qu'il fera d'ailleurs ambassadeur auprès du Saint-Siège, et l'autre à Philippe Barrès, le fils de l'écrivain. Et à l'un, il dit à Philippe Barrès, cette défaite, ça a été un accident. Et c'est vrai, moi je pense assez que c'est un accident militaire, cette défaite, les Ardennes, cette vraiment incroyable manœuvre allemande face à une armée française qui n'était pas prête. J'ai appris à cette occasion quelque chose d'étonnant. Donc l'offensive allemande commence le 10 mai. Le 15 mai, Gamelin appelle Paul Reynaud, président du Conseil, en lui disant « la guerre est perdue ». 5 jours après. C'est simple. Churchill vient, on lui dit, Churchill dit « mais allez, envoyez les réserves ». Et Gamelin dit, il n'y a pas de réserve. Nous n'avons pas de réserve. Nous n'avons pas de force mécanisée pour arrêter les... Et donc vous avez cette situation étonnante. Donc le 15 mai, donc Paul Reynaud, qui est aussi ministre des Affaires étrangères, Paul Reynaud donne l'ordre de brûler les archives du Quai d'Orsay. Et donc le 16 mai, vous avez de grandes fumées au-dessus du Quai d'Orsay, et au Quai d'Orsay, vous avez les diplomates qui jettent les dossiers dans la cour où les huissiers font brûler les dossiers. Ce qui d'ailleurs a une conséquence sur l'histoire, c'est que lorsque vous voulez écrire l'histoire de ce temps, vous avez toutes les archives britanniques, mais vous n'avez pas les archives françaises. Parce que les archives vivantes ont été détruites. Vous avez une partie des télégrammes qui sont dans les ambassades, puisque les ambassades avaient un double, mais vous avez perdu, par exemple, les comptes rendus de la plupart des entretiens. C'est-à-dire, on n'a pas les comptes rendus de ce que Georges Bonnet a dit à Ribbentrop lorsque ça a été reçu en décembre. On manque d'une bonne partie des archives. Donc, le 16 mai, la guerre est perdue, et Gamelin dit « je ne peux pas garantir Paris ». Et Paris ne tombera que le 14 juin, puisque les Allemands décident d'aller vers Dunkerque pour encercler l'armée française et détruire le corps expéditionnaire britannique. Donc voilà, la première explication du général de Gaulle, c'était un accident. Nous avons glissé comme on glisse sur non pas une peau de banane, mais je crois qu'il dit une peau d'orange. Inversement, à Jacques Maritain, il dit c'est l'effondrement moral de tout un pays. C'est les 2 explications. Moi, au bout de ce livre, je crois plutôt au fait que c'est une défaite militaire. C'est une défaite, avant tout, une défaite militaire. Que l'on peut expliquer. Il est trop facile de dire les généraux sont responsables. C'était un pays qui avait été accablé par la Première Guerre mondiale, qui ne pouvait pas imaginer de faire un deuxième effort. Le pays avait l'impression qu'il ne pourrait pas, que ce serait quasiment un suicide national de le faire, et donc qui avait été acculé aussi par
la politique britannique qui avait été acculée à une stratégie défensive qui a été contournée par cette extraordinaire opération allemande à travers les Ardennes. C'était vraiment un pari militaire, et un pari militaire qui a réussi parce que et Philippe Pétain et Maurice Gamelin avaient dit tous les deux, de manière très claire, les Ardennes sont infranchissables. Voilà, j'achève là, ici. C'est un livre qui est assez déchirant, parce que justement, on a l'impression, on ne voit pas comment on aurait pu s'en sortir. Tout vraiment, étant donné la situation internationale. Alors, je n'ai pas parlé des États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau, parce que les États-Unis, eux, comme vous le savez, d'abord, on oublie que dans le traité de Versailles, nous avions renoncé à faire du Rhin la frontière militaire. La France n'a jamais demandé l'annexion de la Rhénanie, hein, jamais. Mais la France, c'était Foch, disait nous devons avoir une garantie que le Rhin est notre frontière militaire. Donc soit en créant un État rhénan, soit en neutralisant, en démilitarisant à perpétuité la Rhénanie. Les Anglais et les Américains n'avaient pas voulu, et sous le prétexte de ne pas recréer une Alsace-Lorraine. Et donc ils avaient dit nous allons vous signer un accord de garantie militaire. On oublie que le 28 juin 1919, c'est non seulement la signature du traité de Versailles, mais c'est la signature le matin d'un traité de garantie militaire par laquelle le Royaume-Uni et les États-Unis garantissent la sécurité de la France. Mais comme le Sénat américain ne va pas ratifier le traité de Versailles, il ne ratifiera donc pas le traité de garantie, et vous pensez bien que les Britanniques en profiteront pour se carapater et de dire, inversement, de dire, bah nous non plus. Donc on s'est fait duper. C'est vraiment, on se fait duper dès ce moment, dès le moment du traité de Versailles. Mais de nouveau, je pourrais parler pendant des heures, et donc je vais m'arrêter là, j'ai déjà été trop long, et merci de votre patience.